Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On est toujours dans la formation dans les bases du logiciel. Si vous avez correctement suivi la vidéo précédente, vous avez dû normalement télécharger et installer Blender sur votre machine. Aujourd'hui, on est sur la version 4.02. Alors par chance, l'interface graphique n'évolue pas énormément en termes de manipulation d'une version à l'autre. Donc cette vidéo, même dans plusieurs versions, ne sera pas obsolète. Les manipulations de base resteront les mêmes et ça n'a pas bougé depuis quand même pas mal de versions, pas mal d'années à ce niveau-là. Donc la première fois que vous allez lancer Blender, vous allez arriver sur cette image-là, sur cet écran principal. Alors là, ça peut faire peur. Beaucoup de personnes lancent Blender, voient ça, se disent « Ah oui, quand même, quitte le logiciel et ne le relance plus jamais. » C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vous forcer à utiliser le logiciel. Je ne vais pas vous cacher, c'est un petit peu complexe au début, mais quand vous allez apprendre un petit peu à comprendre la philosophie de Blender, vous allez vous dire, ah oui, en fait, c'est plus ou moins intuitif. L'interface graphique est assez bien faite en soi, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qu'il faut vraiment regrouper dans des catégories. Donc, l'UX UI est assez poussé sur Blender et assez bien réalisé, je trouve. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On a tout d'abord ce qu'on appelle un splash screen. Donc, c'est souvent une œuvre mise en avant d'un artiste par version. Et ensuite, on a deux catégories. On peut créer directement un nouveau fichier de différents types. Un fichier de type General, de type 2D Animation, Sculpting, VFX, Video Editing, tout ça c'est les fonctionnalités globales des noyaux de Blender. On peut ouvrir un fichier, on peut faire un Recover Last Session. Si jamais Blender a craché ou autre, ben, il va essayer d'enregistrer automatiquement un fichier qui s'appelle quit.blend et ce petit bouton-là va souvent vous sauver la vie. Il est présent ailleurs dans l'interface, hein, vous inquiétez pas. On a également des choses pour faire une donation à Blender si vous voulez voir les nouveautés ou si vous voulez ouvrir les fichiers récents, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire aucune de ces actions et manipuler le fichier par défaut qui est présent juste derrière, vous avez juste à cliquer hors du splash screen et voilà sur quoi on arrive. Alors là, c'est assez intéressant de se dire que la philosophie de Blender est la suivante. On travaille avec des panneaux, des panels, et un panneau égale une fonctionnalité. Donc, dit comme ça, c'est assez simple. Vous allez voir que c'est assez complexe quand on rentre dans les détails parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont proposées par Blender. C'est un logiciel qui se veut généraliste. Donc vous allez avoir un panneau pour la vue 3D, un panneau pour faire de l'animation avec une timeline, un panneau pour faire de l'animation avec un graph editor, un panneau pour faire des shaders, un panneau pour faire du compositing, un panneau pour faire du video editing. Vous avez plein de choses comme ça. Il faut apprendre à les manipuler. Blender vous aide un petit peu, vous prend par la main pour plein de choses. Aujourd'hui, on va voir l'interface de base par défaut, qui est celui-ci. Donc là, on a un écran qui est constitué d'un panneau principal ici, d'un second panneau juste en bas, d'un troisième panneau juste ici, d'un quatrième juste là, voire d'un cinquième si vous considérez que la barre de tâches en haut est un panneau. D'accord? Donc le panneau principal, c'est la vue 3D. La vue 3D, c'est quoi? C'est tout simplement un panneau qui va nous servir à manipuler des éléments 3D, à avoir un aperçu de ce qui se passe dans notre scène 3D, à manipuler des objets, à faire des transformations de base, à passer en mode édition, à faire en fait 80% d'un travail de modélisation, de set dress, de positionnement. Tout ce qui nécessite un feedback, donc un retour visuel, un aperçu, va se passer dans ce panneau 3D ici présent. Donc il y aura une vidéo vraiment consacrée exclusivement à ce panneau 3D, ce sera je pense celle juste d'après, pour vous apprendre un petit peu les manipulations de base de Blender. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vue 3D. Comment je sais que ça s'appelle une vue 3D? Ben, en cliquant en haut à gauche, ici, vous voyez, on a à chaque fois une petite icône. Je vois que je suis en 3D Viewport, donc vue 3D. Et à chaque fois, si vous remarquez, en haut à gauche du panneau, vous avez bien un petit logo qui vous indique, quand vous cliquez, le type de panneau. Donc là, c'est un outliner, et là, c'est par exemple un properties. Ok? L'avantage, c'est que vous pouvez facilement changer la fonctionnalité d'un panneau. Donc là, c'est une vue 3D, mais imaginons que, en fait, je souhaite ouvrir, je sais pas, un text editor. Moi, je vais cliquer ici, je vais sur text editor, et là, magie, mon panneau se transforme en text editor. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est du non destructif. Ça ne veut pas dire que j'ai mis un text editor qui a du coup écrasé la vue 3D qui n'est plus présente dans Blender. Non, ça veut juste dire que j'ai changé un petit peu de paradigme d'affichage de vue 3D, mais si je veux retrouver ma viewport, j'ai juste à recliquer ici, recliquer sur la 3D viewport et je retrouve mon information. Donc toutes les informations sont présentes dans Blender, elles sont plus ou moins accessibles en fonction du type de panneau, mais je ne viens pas supprimer les anciennes informations. Donc ça c'est souvent quelque chose qui était revenu en commentaire de ma vidéo précédente, les gens me disaient oui, mais moi si je fais des manips en 3D, ben, je veux la garder, donc est-ce que je suis obligé de l'isoler pour la garder d'un côté et la sauvegarder? Non, les données brutes sont toujours stockées dans votre fichier Blender, c'est juste la retransmission des données qui va être gérée par le type de panneau. D'accord? Donc ensuite, on a des manipulations de base.
Là, j'ai ma vue 3D qui prend beaucoup de place. Imaginons que moi, je vais agrandir un petit peu mon outliner. Donc, je vais prendre, vous voyez, en passant le curseur sur une jointure entre deux panneaux, vous voyez que mon curseur va changer d'icône. Donc ça, c'est très important. Les icônes de Blender sur le curseur sont très représentatives des actions que Blender vous propose effectuer au clic. Donc si je passe ici, vous voyez qu'on a la double flèche. C'est assez intuitif. Si je laisse enfoncer, je peux facilement redimensionner mes panneaux. Donc automatiquement, toute l'interface, bien évidemment, est responsive. Il n'y a rien qui s'écrase, il n'y a rien qui va se supprimer dans la mesure du possible. Donc c'est assez bien géré à ce niveau-là. Et là, je peux agrandir, par exemple, mon outliner. Alors, je vous ai expliqué globalement à quoi servait la vue 3D. À quoi sert l'outliner? C'est tout simplement un affichage de hiérarchie, de layers, de plein de petites choses, tout ce qui va constituer votre scène, qui va être divisé en collections, en types d'objets, etc., etc. Là aussi, il y aura certainement une vidéo spécifique pour ce type de panneau qu'on utilise systématiquement. En bas, on a ce qu'on appelle les properties. Donc, c'est un des panneaux les plus complexes, voire le plus complexe, parce que lui-même est divisé en sous-catégories. Vous voyez? Donc là, c'est tous les paramétrages de votre scène. Donc ça peut être les paramétrages de rendu, les paramétrages de sortie, les paramétrages sur les layers, sur la scène globale, sur le world de votre scène, etc. etc. Beaucoup d'informations. Tout ça, on verra petit à petit. Ne vous inquiétez pas, il y a énormément d'informations, comme je disais. Disons que si vous connaissez 20% des informations qu'il y a là, déjà, pour faire des choses assez basiques, ça va être suffisant. Ensuite, si vous voulez trafiquer un petit peu les détails, les options avancées, effectivement, ça prendra un petit peu de temps de prendre tout ça en main, mais c'est faisable. Et le dernier panneau qui est caché sous ma tête, c'est celui-ci, c'est le timeline. C'est tout simplement un affichage, on va dire, temporel de ma scène 3D. Ça, c'est surtout ce qu'on va utiliser quand on va faire de l'animation ou des simulations, par exemple. Pour le moment, on ne va pas y toucher, mais pareil, exactement à la manière de tout à l'heure, je peux manipuler mon interface comme ceci. Ok? Donc, c'est assez simple pour, on va dire, déstructurer l'interface graphique, pour agrandir ou pour réduire des panneaux. Ce que les gens souvent souhaitent faire et qui est du coup est un petit peu plus compliqué dans Blender, c'est déplacer automatiquement un panneau. Imaginons ce panneau-là de Properties, je veux le mettre à gauche. Ben, je ne peux pas le faire intuitivement comme ça en décalant le panneau. J'ai envie de fouiller ici, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va me proposer de le faire. Donc on ne peut pas. Blender fonctionne plutôt en split ou ajout de panneaux. Okay, donc un split, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vue 3D, par exemple ici, je peux la découper en deux. Alors comment je fais pour découper en deux un panneau? Mais je vais aller dans un angle, par exemple l'angle en haut à droite. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, le type d'icône de mon curseur change. Ça passe d'une flèche classique à une petite croix. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je laisse enfoncer et que je décale sur le côté, vous voyez que je vais pouvoir splitter mon panneau. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai splitté mon panneau, si je veux faire l'opération inverse, je vais vouloir fusionner les panneaux. Donc je vais faire exactement le mouvement inverse. Donc je vais aller en haut à droite de ce panneau, je laisse enfoncer, et là, au lieu de glisser vers la gauche, qui me splitterait mon panneau en deux, comme ceci, je vais glisser vers la droite. Et là, vous voyez, on a une petite flèche qui se crée, une ombre qui apparaît sur le panneau, ça veut dire que le panneau va être fusionné dans le sens de ma flèche. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est intuitif. Vous voyez, je pourrais le faire en haut, du coup, il essaie de restructurer un petit peu mon interface. Il faut manipuler. Donc ça, c'est un petit peu, au début, vous allez vous planter, vous allez vouloir fusionner des panneaux, en fait, vous allez diviser. Il faut vraiment comprendre que si vous glissez après le clic enfoncé dans le sens du panneau, vous le dupliquez. Si vous glissez à l'extérieur du panneau, vous le fusionnez avec un autre. Donc c'est quelque chose à manipuler, vous pouvez vous entraîner, ça va venir assez vite, vous inquiétez pas. Sinon, il y a une version un petit peu plus simple. La version plus simple, c'est quoi? C'est de faire un clic droit cantonné sur le bord d'un panneau. Et là, on a plein d'options qui s'offrent à nous. On a le Vertical Split, le Horizontal Split, le Join Area ou le Swap Area. Alors, Vertical Split, Horizontal Split, ça parle à peu près de même. Hein. Si je fais un Vertical Split, ça va me splitter verticalement. Si je fais un Horizontal Split, ben, ça fait exactement la même chose en hauteur. L'avantage, c'est quoi? C'est que si j'ai deux types de fenêtres, donc imaginons un Image Editor et un Compositor, je peux facilement, en faisant un clic droit ici, faire un swap pour inverser mes deux fenêtres. Tac! Vous voyez, c'est assez modulaire, c'est assez souple. Là où ça manque un petit peu de souplesse, justement, c'est que je ne peux pas prendre un panneau et le déplacer facilement comme ceci. Il y a une manière pour le faire, je vous le montrerai après. Mais ce n'est pas forcément la plus intuitive possible. Donc voilà, avec clic droit, on a également plein de possibilités. Et le Join Area qui va me joindre les deux zones. Et là, il me demande dans quel sens je veux faire la jointure. Donc soit c'est le panneau d'en haut qui va être fusionné avec celui d'en bas. Et du coup, c'est lui qui va prendre le dessus. Soit l'inverse. Donc là, si je veux conserver mon panneau d'en haut,
je vais juste cliquer sur le panneau du bas et automatiquement, il va prendre toute la taille de mes anciens 2 panneaux. D'accord? Donc vous pouvez vous amuser un petit peu à manipuler. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important. Ça va vous faire perdre un temps fou si vous galérez à fusionner les fenêtres et tout. L'avantage également, c'est quoi? Tant qu'on est dans tout ce qui est interface. Si jamais vous voulez vous focus spécifiquement sur une fenêtre, que vous voulez la mettre en plein écran, il y a un raccourci clavier qui est très simple, c'est CTRL espace. Quand vous faites CTRL espace, c'est automatiquement le panneau qui va se mettre en plein écran. Quel panneau? Le panneau qui est survolé par le curseur 3D. Ça aussi, c'est une notion qui est très importante dans Blender, c'est que le survol au curseur définit le panneau de dessous comme actif. Par exemple, si je fais CTRL espace ici, vous l'aurez deviné, ça met ma viewport en plein écran. Si je survole ma timeline en bas, j'ai pas besoin de cliquer, le survol suffit. CTRL espace, c'est celle-ci qui va prendre le dessus, etc., etc. Et CTRL espace à nouveau, pardon, j'ai pas précisé, permet de revenir dans l'ancien affichage. Donc si je fais un double CTRL espace, vous voyez, ça revient dans l'ancien affichage. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Ça va être très intéressant quand on va travailler sur des systèmes nodal, par exemple, qui vont prendre beaucoup de place. Parfois, ça évite de plisser les yeux, de se dire « Ok, là, je travaille sur une petite zone. » Notamment, moi qui enregistre des vidéos, j'aime bien mettre en avant le panneau principal pour que vous puissiez voir le plus d'informations possible. Donc souvent, vous allez me voir faire des contrôles espace. Mais même pour vous, en termes de facilité de travail, de confort d'utilisation, c'est quand même très important. Une autre option qui est également ultra importante, notamment si vous avez plusieurs écrans, parce que souvent la question est posée. Imaginons que ma vue 3D, là, ok, j'aimerais bien l'agrandir, voire la projeter sur un second écran. Mais là, Blender, par défaut, il ne va pas me proposer de la mettre sur un autre écran. Alors, je peux faire un Shift et un clic enfoncé dans le coin d'un écran, et automatiquement, vous voyez, il me crée un panneau flottant en me dupliquant la fenêtre que j'ai survolée, qui est totalement autonome. Donc celui-ci, je peux le mettre en plein écran. Je pourrais le changer d'écran. Donc là, vous ne voyez pas, mais je l'ai mis en partie sur l'autre écran. Je peux faire vraiment ce que je veux avec. C'est vraiment une fenêtre autonome, comme sur Windows. Donc je pourrais même le mettre sur un côté, l'accrocher et utiliser les paramétrages et les propriétés de Windows de base pour faire ça. Et là, vous voyez, c'est exactement la même chose. La seule exception, c'est que le contrôle espace ne va pas fonctionner. Si vous voulez le mettre en plein écran, c'est le panneau de base par défaut. Et je peux le fermer si j'en ai plus besoin. Donc c'est Shift et clic sur un coin en déplaçant, et vous voyez automatiquement ce que ça crée. Donc il y a une petite manip à faire, c'est que quand vous laissez enfoncer le clic ici, il faut juste décaler un petit peu en laissant enfoncer le clic pour lui dire « Ok, tu me dupliques bien cette fenêtre ». Et c'est bien évidemment dynamique, donc ça veut dire que si je change une propriété ici, vous voyez que certains paramètres qui sont propres à la fenêtre, si vous avez 2 fois la même fenêtre, automatiquement, il va venir vous les éditer. Donc là, toujours dans une contrainte, comme on voyait au début, de non-destructivité, c'est pas parce que vous avez un affichage sur Blender que vous allez écraser les anciennes données de notre affichage. Ça, c'est juste une vue, une représentation des données via une interface graphique. Une interface graphique, pardon. Autre propriété importante. Donc là, on s'est un petit peu amusé avec le layout de base. Qu'est-ce que j'appelle layout? C'est tout simplement par défaut, l'active workspace, c'est celui qu'on appelle layout par défaut dans Blender. C'est celui qui est présent quand vous lancez le logiciel pour la première fois, mais vous en avez plein. Vous en avez un pour la modélisation, vous en avez un pour le sculpting, vous en avez un pour les UV editing. Alors peut-être que c'est des notions qui ne vous parlent pas forcément si vous débutez à la 3D, c'est pas très grave, on verra tout ça ensemble au fur et à mesure. Mais voilà, vous avez plein d'organisations de fenêtres, ce qu'on appelle des workspaces, des espaces de travail qui vous sont proposés par défaut et qui sont censés être optimisés pour le type de réalisation en question. Donc si vous voulez faire de l'animation, le workspace animation en théorie est bien représenté en termes d'information. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire de l'animation. Pareil pour le rendu, pour le compositing, pour le geometry node, pour le scripting, si vous avez envie. Vous avez plein de choses comme ça. Vous avez même plus, si vous cliquez sur le plus ici, vous avez d'autres catégories. Donc par exemple, imaginons pour le shading, il y en a déjà un qui est présent, mais prenons-en un qui n'est pas présent par défaut. Genre le motion tracking, vous cliquez dessus, voilà. Vous avez une interface de motion tracking qui apparaît. Et si je clique sur le plus, l'autre ne disparaît pas, il est toujours présent. Donc je pourrais même dupliquer un élément, l'appeler, je vais l'appeler tuto par exemple, tac, je fais ma manip comme je le veux, donc ça en fait ça me va pas, donc je vais join ces areas comme ceci, pareil ces deux, j'ai envie de les swap, voilà, j'ai pas besoin, on va dire, de mon outliner, là j'en suis satisfait, c'est enregistré par défaut, si je vais dans modeling et que je retourne dans tuto, j'ai à nouveau mon interface graphique qui va être propre à votre fichier Blender, donc ça c'est très pratique pour vous faire des presets. Et c'est à peu près le tour de l'interface. Sachez également, question qui revient régulièrement, que si vous allez dans Edit Preferences et Interface, vous avez toutes les options d'interface qui apparaissent ici.
Une option intéressante, c'est le Resolution Scale, donc pour agrandir ou réduire votre interface, notamment si vous avez des écrans à haute résolution, en 2K ou en 4K. Il va avoir tendance, donc ça c'est une propriété de Windows qui est adaptée par Blender, d'avoir des écritures toutes petites. Donc vous pouvez changer ici l'échelle de votre interface. C'est ce que j'utilise pour que ce soit lisible sur les vidéos, sinon ce serait très petit chez vous. Également, question qui revient très souvent, la translation, donc la traduction. Oui, Blender par défaut est en anglais, comme 95% des logiciels. Il est conseillé de les laisser en anglais. Pourquoi? Alors déjà, comment on peut changer la langue? J'ai juste à cliquer ici, et là, je pourrais mettre en français si j'ai envie. Ok. Je pourrais même savoir définir donc ce que je veux traduire. Est-ce que je veux traduire uniquement les tooltips, l'interface, etc., etc. Donc ça pourrait être un entre-deux, un compromis de dire je laisse tout Blender en anglais sauf les tooltips que je mets en français. Je vous déconseille tout ça pour la simple bonne raison. Alors je sais qu'à chaque fois que je fais ça, je m'attire les foudres des gens dans les commentaires, mais c'est pas grave, je me mouille. Parce que tous les tutos que vous allez trouver sur internet, la plupart du temps, vont être en anglais. La documentation est fournie par défaut en anglais, même si elle est traduite après en français, il y a des erreurs. Il y a des choses qui sont même intraduisibles, je sais pas comment on dit, de l'anglais à français, parce que ce sont des notions de 3D qui ont été inventées dans ce domaine-là, avec, qu'on le veuille ou non, la langue par défaut définie qui est l'anglais, et du coup il y a des choses qu'on peut même pas traduire. Par exemple, quand on va parler de UV Map, la traduction en français c'est carte UV, c'est pas forcément représentatif de ce que c'est réellement. Donc vous voyez, il y a des choses, on peut pas vraiment les traduire, donc je vous conseille de rester en anglais. Pourquoi également? Parce que comme je disais, la plupart des ressources sur internet sont en anglais. Donc si vous commencez à apprendre un logiciel et qu'en plus vous vous rajoutez un travail supplémentaire quand vous regardez un tuto à vous dire ok, alors là il y avait marqué occlusion ambiante, alors en anglais ça doit être ok, ça doit être ambiante occlusion, je pense que c'est ça. Et effectivement là vous allez trouver un bon lien, mais des fois vous allez galérer. Donc si vous restez en anglais, vous avez la certitude que la plupart des ressources que vous allez trouver sur internet vont pouvoir vous aider. Et imaginons, pareil, il y a une fonctionnalité que vous ne comprenez pas, par exemple au pif, le Region Overlap. Ben, c'est plus simple d'aller sur Google et de taper Blender Region Overlap. Vous allez avoir directement plein d'informations, plutôt que la traduction en anglais. Je ne sais même pas comment ils l'ont appelé, espace de surcouche. Je ne sais même pas comment ils ont pu l'appeler. De taper ça sur Google, vous allez avoir beaucoup moins de résultats. Moi, je vais le laisser en anglais. Parce que également, quand vous passez d'un logiciel à un autre, vous allez vous retrouver avec des notions similaires. Blender a fait l'effort de se faire traduire en français. C'est pas le cas forcément de tous les logiciels de 3D. Et du coup, quand vous allez voir dans Blender le Subsurface Scattering, si vous allez sur 3ds Max, sur V-Ray, vous allez voir également le Subsurface Scattering. Sur Unreal Engine, vous allez voir le Subsurface Scattering. Donc toutes ces notions communes et qui font partie du langage, du vocabulaire de la 3D, c'est malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais, c'est l'anglais qui fait foi dans ces cas-là. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de l'interface. Vous voyez que c'est pas forcément très compliqué, il faut s'entraîner un petit peu à manipuler les fenêtres. Il faut bien partir du principe que Blender est divisé en panneaux. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fonctionnalités qu'il est obligé de vous proposer plein de choses à afficher à l'écran avec une interaction entre ces différents panneaux. Tout est bien évidemment modulaire, tout est éditable. Vous pouvez créer des presets, utiliser ce par défaut de Blender, et toutes les options un petit peu en mode surcouche qu'on peut trouver sur le logiciel, elles sont présentes dans les Blender Preferences Interface, et là vous avez plein de choses. Vous pouvez même fouiller, vous pouvez définir les couleurs, changer les icônes, changer plein de trucs. Donc je vous fais confiance pour ça, pour mettre Blender vraiment à votre sauce comme vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je pense qu'on parlera de la vue 3D et des transformations de base des objets dans un second temps certainement. Allez, à la prochaine et bon apprentissage à tous. Ciao.